remercie bien évidemment Sandra Dessel-Lamotte, qui est présidente de l'association Résilience à l'origine de ce dispositif et dispositif qui permet aux entreprises d'évaluer leur préparation au risque majeur, dont le risque inondation, mais bien évidemment, il n'est pas le seul. Sans perdre de temps et pour qu'ensuite on puisse rentrer dans le vif du sujet, je vais simplement rappeler rapidement l'ordre du jour. On va bien évidemment vous présenter le cadre de ce webinaire et des structures partenaires, à savoir bien évidemment l'association Résilience, mais aussi l'Entente Oiselle que je représente aujourd'hui. Et cette collaboration que nous avons avec l'association Résilience, bien évidemment, porte, pour ce qui nous concerne, essentiellement sur la prévention du risque inondation comme un enjeu commun. Alors, on vous parlera du panorama des audits qui ont été menés sur notre territoire, les risques majeurs qui ont été identifiés, les profils des entreprises. On parlera des retours d'expérience que les entreprises qui ont été auditées, des pistes d'amélioration qui peuvent être utiles dans le cadre de ce dispositif. Bien évidemment, des outils, l'association Résilience nous présentera des outils qu'elle peut mettre en œuvre, et puis on aura bien évidemment un temps d'échange. Je vais commencer, si vous en êtes d'accord, pour éventuellement évoquer l'entente Oiselle. Alors, vous allez avoir une diffusion vidéo qui explique le dispositif. Alors, il y a déjà des présentations qui partent un peu rapidement. C'est une vidéo qui a déjà été présentée lors du forum des risques Idealco qui s'est tenu cet hiver à Arras. D'ailleurs, où nous avons conjointement, l'Entente et l'association Résilience, reçu un prix pour ce dispositif Résiscore. Et un panorama présente un panorama des activités réalisées. Pour ce qui concerne l'Entente Oiselle, je dirais simplement qu'au départ, pour ceux qui nous connaissent, c'est un rappel qui est certainement déjà connu, mais pour d'autres, ça l'est certainement un peu moins. Donc, au début, l'Entente Oiselle, qui a été créée en 1968 par les 6 départements du bassin versant de l'Oise et de l'Aisne, au départ, cette structure s'est orientée et centrée sur une stratégie de bassin avec, depuis, un certain nombre d'ouvrages qui ont été réalisés sur Proisy, c'est-à-dire sur la rivière de l'Oise dans l'Aisne, à Montigny, sur la Serre, qui est un affluent de l'Oise dans l'Aisne toujours, et à Longueuil-Sainte-Marie, à la confluence de l'Oise et de l'Aisne, où là, on a un ouvrage qui n'a pas encore fonctionné, mais qui est le plus ancien de nos ouvrages, mais il n'a pas fonctionné parce qu'il est gravitaire. L'Entente a bien évidemment, n'est pas restée sur la création de ces ouvrages, elle a aussi fait évoluer son offre de service pour mieux coller aux attentes des territoires. Elle propose aux communes des aménagements plus locaux, notamment l'agrandissement du rue du Fayot sur le territoire, le bras de décharge de l'Averse. Ce sont des ouvrages qui parlent peut-être à certains d'entre vous, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Et ces ouvrages ont pour objet de répondre aux enjeux d'un quartier ou d'une commune. L'entente va même jusqu'à aider les propriétaires des logements à effectuer des travaux de protection avec des subventions que nous apportons dans le cadre de la réduction des vulnérabilités du bâti, que ce soit des bâtis d'habitation ou pour les petites entreprises, qui vont avec des subventions jusqu'à 80% pour les travaux qui sont engagés. Ça permet aussi d'ailleurs d'intervenir sur des établissements publics des collectivités qui sont membres de l'entente. Nous mettons aussi en place un certain nombre d'outils pour anticiper la crise, des systèmes d'alerte pour le grand public qui sont complémentaires de celui que nous connaissons avec Vigicru sur un certain nombre de cours d'eau, et une nouveauté dont on parlera certainement tout à l'heure, c'est Castor Futé, un outil qui est mis en place à l'attention des gestionnaires de crise dans les collectivités, mais également par exemple pour les SDIS, de manière à ce que à l'arrivée d'une crue, les responsables de la prévention puissent anticiper à 24, 48 et 72 heures les actions à engager en fonction des enjeux qui sont sur le développement de la crue à venir. Mais je ne vais pas aller plus loin, on vous le présentera certainement tout à l'heure. Et puis, on est bien évidemment, comme de nombreux d'autres syndicats, intervenus pour l'installation de repères de crues
Il y en a certainement, à mon sens, pas encore assez sur l'ensemble des communes, alors que c'était une obligation depuis 2006. Mais bien évidemment, l'entente est aux côtés des membres, des collectivités du territoire membres pour réagir, installer ces repères de crue. Alors, quand j'ai évoqué tout ça, bien évidemment, il y avait quelque chose qui manquait, et c'est tout naturellement lorsque Sandra nous a présenté le dispositif Résiscore que nous avons considéré que autant nous intervenons pour la réduction de la vulnérabilité du bien habitation et petite entreprise, autant il était aussi utile de pouvoir prendre contact avec les entreprises de plus grande taille pour voir comment elles étaient prêtes sur la prévention du risque, comment elles pouvaient très rapidement se remettre en situation de fonctionnement. Et c'est comme cela que nous avons noué un partenariat avec l'association Résilience, avec une expérimentation qui a commencé en novembre 2023, où nous avions fixé un nombre de 10 entreprises qui devaient pouvoir entrer dans le dispositif. Et depuis, nous avons encore étendu ce dispositif pour 20 entreprises supplémentaires. Et bien évidemment, au fur et à mesure que nous aurons des candidats, on élargira parce que c'est important pour le maintien d'une activité économique dans les secteurs à risque, que ces entreprises puissent se mettre en situation de réduire la vulnérabilité. Alors, c'est un audit qui est gratuit, mais il va vous être présenté. Voilà, maintenant je vais arrêter de prendre la parole, souhaiter la bienvenue à tous ceux qui nous ont entre-temps rejoints, puisque nous sommes déjà 32 maintenant. Et je vais passer la parole, alors d'abord peut-être à Madame Dessel-Lamotte, si elle veut donner quelques mots d'ouverture, et puis ensuite c'est Marjorie André, directrice de l'appui au territoire à l'entente de l'Oise, de l'entente oisienne, qui va détailler un peu plus tout cela. Merci beaucoup, Monsieur Simbi, pour cette introduction et je vais effectivement continuer à présenter le cadre un petit peu de cette action et en particulier notre association Résilience qui est née en 2017 du constat que les activités économiques manquaient d'informations préventives face aux risques naturels et technologiques majeurs. Et ces constats sont liés à une activité que j'ai d'abord développée en tant qu'expert de la prévention des risques majeurs depuis 1998 et de différentes actions que j'ai pu avoir à mener sur les différents territoires en France. Et le ministère de l'écologie que nous avons contacté a accepté de soutenir cette association qui est nationale. Et depuis, d'autres acteurs soutiennent l'association, comme l'Agence nationale des conditions de travail, certaines DRETS, et également le ministère de l'Intérieur en fonction de nos actions. Et du coup, l'objectif de l'association, c'est de favoriser la prise en compte des risques naturels et technologiques majeurs dans les politiques de sécurité des entreprises. De quelle manière? D'une manière complémentaire à celle que peuvent porter les bureaux d'études, j'y reviendrai, mais en tout cas pour notre part, nous proposons de la formation aux dirigeants et aux salariés, également le label Résiscore d'évaluation du niveau de préparation des activités économiques pour les entreprises que nous allons développer. Également des actions de type exercice flash, à vous de jouer, qui est un escape game. Également des conférences débats dans les zones d'activité. Parallèlement, nous menons aussi des enquêtes de fond pour, je dirais, défricher certains sujets qui peuvent interroger les entreprises. Et typiquement, en ce moment, nous menons une étude sur 2 ans sur les relations entre les risques majeurs et les conditions de travail. Donc, à la fois, nous apprécions et nous estimons utile d'être sur le terrain aux côtés des entreprises et en même temps, nous menons collectivement des recherches de fond pour faire avancer certains sujets. Nous produisons aussi quelques guides pratiques et annuaires techniques. Récemment, un annuaire des solutions pour les entreprises. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Nos adhérents, qui sont-ils? Eh bien, c'est un ensemble d'experts sur les risques naturels et technologiques majeurs, donc avec chacun un petit peu leur spécialité.
car comme vous le savez, chaque risque a vraiment son exigence en termes de compétences. Et donc, voilà, nous rassemblons ces experts et en même temps des entreprises qui s'engagent dans la réduction de leur vulnérabilité. Et c'est souvent par le biais des responsables HSE que certaines entreprises nous rejoignent. Tout récemment, par exemple, c'est le groupe Chantel qui est basé dans la Somme qui vient d'adhérer à l'association et d'autres entreprises sont également adhérentes. En tout cas, notre enjeu, c'est d'accompagner les entreprises exposées et de aussi parfois faire valoir leurs intérêts. Par exemple, l'association Résilience est membre de certaines commissions de suivi de sites lorsque elles sont réunies dans le cadre de la mise en œuvre des plans de prévention des risques technologiques. Voilà, donc pour notre action. Je vais donc aussi passer la parole à Marjorie André. Si Marjorie, tu souhaites indiquer, comme M. Sainville l'a dit, un propos introductif. Bonjour, oui, merci. Alors, bon, je pense qu'on a déjà bien détaillé un petit peu nos actions, donc moi, je n'avais pas forcément de compléments à ajouter là à ce stade. Entendu, donc nous allons passer à la présentation générale du Résiscore. Le label Résiscore, en fait, c'est un audit d'évaluation du niveau de préparation des activités économiques face aux risques naturels et technologiques majeurs. C'est un audit d'accompagnement qui se réalise au travers d'une trentaine de questions basées sur un référentiel juridique et pratique qui est en ligne sur notre site Internet. Ce n'est pas un audit de contrôle et ce n'est pas un audit déclaratif. Il nous a semblé important de créer cet audit en faisant en sorte qu'un auditeur personne physique formée par l'association Résilience se déplace en fait dans l'entreprise pour nouer un réel contact, apporter aussi un certain nombre d'informations et cela, nous le verrons, est très, très apprécié et les entreprises nous l'avons constaté, apprécient que moyennement de recevoir des mails un peu impersonnels, alors qu'un vrai déplacement pour comprendre aussi l'activité de l'entreprise et son exposition est quelque chose de fondamental et crée aussi une relation de confiance qui encourage aussi elle-même à agir, sachant que là, dans l'expérimentation, l'entente Oisen et l'association sont aux côtés des activités exposées justement. Je précise également que le Résiscore n'est pas un diagnostic de vulnérabilité. Il s'agit vraiment d'un premier check-up en fait qui permet de faire le tour des principales obligations auxquelles le dirigeant doit se référer en matière justement d'acculturation au risque majeur. Donc lui-même est-il informé de l'exposition du bien au risque majeur? A-t-il informé, formé les salariés à la prévention de ces risques, notamment la connaissance du signal d'alerte et le respect des consignes à appliquer en cas d'alerte? Selon les situations, si des travaux sont prescrits aux entreprises, sont-ils connus? Ont-ils été réalisés? Et en matière d'organisation de gestion de crise, des procédures sont-elles en place? Donc c'est cela que nous demandons en fait aux entreprises dans le cadre d'un entretien. Une fois que celui-ci est réalisé par l'auditeur, le résultat est partagé avec d'autres audits dans le cadre d'un jury qui se réunit et qui, un peu comme un conseil de classe, si j'ose dire, délibère et octroie donc ce niveau de labellisation donc, que vous voyez, 1, 2 ou 3, avec un jeu de couleurs hein, pour se repérer. Le niveau 1 correspondant plutôt à l'aspect d'information, de sensibilisation. Niveau 2, déjà l'engagement sur la partie évaluation de mesures structurelles et le niveau 3 combinant les deux premiers et également la partie préparation à la gestion de crise et entraînement. Nous avons par la pratique créé un autre niveau qui est le niveau démarrage, donc la lettre D qui est du coup visible. Ensuite, vous le voyez en bas de la diapositive sur l'attestation du Résiscore qui est remise en fait aux entreprises parce que
Le label est toutefois exigeant et pour cette raison, nous constatons que parfois certaines entreprises sont vraiment au niveau démarrage, ce qui n'est pas en soi un problème, mais qui doit être constaté et c'est un chemin d'évolution permanent comme nous le savons tous. Voilà, donc ensuite, si on passe à la diapo suivante, pour vous expliquer que donc le Resiscore a été développé donc sur le territoire français, bien sûr en partenariat avec l'entente Oisen, où vous voyez au nord de Paris un certain nombre voilà, de petites gouttes là, enfin de petites pointes qui montrent les endroits où ont pu être faits les audits, mais d'autres sont faits sur l'ensemble du territoire national. Soit à la demande d'entreprises, soit nous profitons des formations que nous délivrons aux entreprises pour leur faire passer le Resiscore, soit lorsqu'elles réalisent aussi des actions ponctuelles de type exercice ou autre, soit lorsqu'elles participent à des retours d'expérience également que nous réalisons. Enfin, le Resiscore peut aussi être intégré dans les offres que réalisent nos adhérents experts auprès de leurs clients, comme une première approche, comme je disais, un premier check-up qui permet d'avoir une évaluation de leur niveau de préparation avant que les adhérents experts, au travers de leurs activités, approfondissent certains sujets qu'ils portent. Voilà. Donc, on peut passer à la suite. Je ne sais pas, peut-être, est-ce qu'on laisse un temps pour des questions à chaque étape? Comment vous souhaitez faire, Monsieur Simbi? Oui, non, mais je pense qu'effectivement, on peut déjà, d'ores et déjà, répondre à quelques questions pour voir si on a bien intégré les actions telles que nous avons présentées des deux partenaires, dans ce partenariat. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez ouvrir votre micro, vous présenter et n'hésitez pas à poser votre question. Je ne vois pas de main levée pour ce qui me concerne. D'accord, bah, écoutez, on peut continuer si ça convient comme ça. Je vous laisse du coup, on va lancer la vidéo en fait qui dure quelques minutes mais qui résume bien aussi l'action menée sur votre territoire. Ouais. L'association Résilience est une association nationale de prévention des risques naturels et technologiques majeurs pour les entreprises et les activités agricoles. Elle a créé donc le label Resiscore, qui est un audit d'accompagnement avec l'entente Oisen qui était intéressée sur cette action pour mener 10 Resiscore auprès d'activités économiques impactées. Nous avons pu porter un accompagnement hybride et sur mesure aux entreprises. Nous sommes donc ravis de ce premier partenariat et nous prévoyons d'en faire d'autres pour l'avenir. L'entente Oisen est un établissement public territorial de bassin qui agit pour ses collectivités membres pour la réduction du risque d'inondation. Elle mène diverses actions, la régulation des crues, la protection des quartiers et accompagne aussi les acteurs à mieux gérer la crise. Elle aide également les propriétaires pour adapter les bâtiments et réduire les dommages. Nous avons souhaité développer la sensibilisation vers les activités économiques. En effet, la résilience d'un territoire à l'inondation passe par la résilience des entreprises pour mieux faire face au risque d'inondation. Nous avons noué un partenariat novateur avec l'association Résilience autour du label Resiscore. À ce jour, une quinzaine d'entreprises ont bénéficié d'un audit mené par un expert. Cet audit est proposé gratuitement aux entreprises grâce au financement de l'entente Oisen, de l'association Résilience et de l'État. En tant qu'EPCI, nous avons la compétence prévention des inondations que nous avons choisi de transférer à l'entente Oisen. Experts dans ce domaine, il nous est apparu évident de confier cette thématique très technique à des spécialistes. L'entente agit et développe de nombreux outils pour ses membres et ce dispositif qui est destiné aux entreprises est totalement nouveau.
L'entente Oisen m'a contacté pour me présenter le label Resiscore. Du coup, je leur ai demandé de présenter le projet à notre présidente Catherine Borne, ainsi qu'au DGS et aux responsables du développement économique de notre communauté de communes. Nous avons une relation directe avec les entreprises. Nous sommes parfois amenés à les accompagner dans leurs projets. Il nous est donc légitime de relayer ce dispositif auprès d'elles. Nous avons sur le territoire une quarantaine d'entités économiques situées en zone inondable. Pour moi, il est de notre devoir en tant qu'élus de les accompagner afin qu'elles se protègent et protègent leurs salariés. Il faut maintenant que cette démarche se démultiplie afin que le monde économique soit mieux sensibilisé à cette thématique. Notre collectivité aménage, entretient, gère les zones d'activité de son territoire. L'ensemble de nos zones d'activité, du moins une grande partie de nos zones, sont situées le long de l'Oise, évidemment, puisque l'Oise est historiquement un lieu d'échange et de commerce. La relation de confiance que nous entretenons avec les acteurs économiques du territoire a permis de faciliter la mise en relation. Nos entreprises sont souvent éloignées des informations et pourtant, on a des risques majeurs sur notre territoire. La priorité pour préserver leur activité et préserver leur emploi est d'avoir toutes ces connaissances du risque majeur d'inondation. Dans le cadre de nos activités courantes, dans le cadre des activités d'Examo, on a eu à rencontrer des prospects, des clients qui n'avaient pas la compréhension de l'intégralité des actions qu'il fallait pouvoir mener pour adresser complètement et correctement les risques naturels et technologiques, et en plus particulièrement les risques inondations pour ce qui relève des activités d'Examo. Aujourd'hui, au travers de l'audit Resiscore, on est en capacité d'expliquer à certains responsables d'activités économiques le chemin qu'ils ont pu parcourir et ce qu'il leur reste à faire pour être complètement préparés à la survenance d'un risque naturel et technologique. Nous sommes une société de distribution de produits de maintenance industrielle et sommes tournés depuis 15 ans vers une démarche environnementale et avons été certifiés ISO 14001 en 2010. Nous avons des procédures de situation d'urgence, le risque de déversement de produits chimiques, le risque incendie et le risque inondation, dû notamment à la proximité de la rivière Oise qui se trouve à 100 mètres de notre bâtiment. Fort de cette expérience, nous nous tournons facilement vers les sociétés extérieures ou sollicitations d'organismes ou d'associations. C'est pour cela que nous avons été intéressés lorsque nous avons été sollicités par le label Resiscore pour pouvoir consolider en fait notre démarche environnementale entreprise depuis ces 15 ans. La participation au label Resiscore nous a permis de renforcer notre gestion du risque inondation via les conseils qui nous ont été donnés lors de l'échange, par exemple l'affichage de consignes spécifiques au risque inondation. Nous avons également à l'étude l'installation de bâtards d'eau afin de sécuriser notre bâtiment et nous avons planifié dans nos plans de formation interne la sensibilisation de l'ensemble de notre personnel à FR Alerte. Le Resiscore aide les entreprises à se préparer face aux risques naturels et technologiques majeurs. Nous souhaitons également que ce soit un outil qui permette de nourrir l'échange entre l'entreprise et son assureur pour attester des actions réalisées en matière de réduction de leur vulnérabilité. Nous avons déjà pu démontrer, grâce aux témoignages d'entreprises, que cette action avait pu être valorisée auprès des banques, notamment pour témoigner de leur engagement face aux enjeux du dérèglement climatique. Dans cette perspective, l'entente Oisen, qui a vu les résultats de la première session, a souhaité continuer, et nous aussi, auprès d'une vingtaine de nouvelles entreprises. Le Resiscore est ainsi intéressant à l'échelle individuelle des entreprises, mais aussi collective pour évaluer le niveau de préparation des zones d'activité. Nous remercions tous les partenaires et pouvoirs publics pour leur soutien dans cette démarche et nous espérons que cette action retiendra votre attention. Ah, voilà. Ok. Merci à toutes et à tous donc pour l'attention. Là, vous avez vu un
un retour d'expérience des parties prenantes en fait qui ont participé à cette expérimentation. Donc, comme vous l'avez vu, à la fois les chargés de mission de l'entente, nous-mêmes association avec Examo en tant qu'auditeur, les chargés de mission des collectivités territoriales adhérentes de l'entente qui sont en lien avec les activités économiques et les activités économiques elles-mêmes, les élus de référence également. Monsieur Sabi, je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose, sinon on continue le déroulement. Je vous laisse la parole peut-être pour parler du partenariat et des financements qui ont contribué à la réalisation de cette action. Oui, alors merci d'abord pour cette vidéo qui illustre bien l'intérêt qu'il y a à se lancer dans ce label pour les entreprises. Non, je ne vais pas rentrer dans le problème dans l'aspect des financements parce que c'est effectivement une convention qu'on a passée et qui n'est pas, pour ce qui concerne l'entente, un coût très important. Nous, ce que l'on veut, et je trouve que d'ailleurs dans la présentation qui est faite, on voit l'intérêt qu'il y a à créer une dynamique sur un territoire. L'élu que je suis, quand on lance les opérations concernant notre dispositif inondation, qui là, c'est l'autre dispositif qui est plus destiné, comme je l'évoquais tout à l'heure, à l'habitat individuel et aux entreprises de moins de 20 salariés, où il y a un bureau d'études et un géomètre qui viennent faire l'analyse de la vulnérabilité du bâti et moyennant ensuite un rapport qui est donné. Chacun sait ce qu'il doit éventuellement faire pour réduire la vulnérabilité de son bien et nous apportons des financements. Mais on s'aperçoit quand même que dans les collectivités, et c'est l'intérêt aussi des collectivités membres, c'est qu'il se crée une dynamique. C'est-à-dire que si sur un village, vous avez une personne qui fait le diagnostic pour réduire la vulnérabilité de son bien, ça n'empêche pas que la ville, le jour où il y a le risque inondation qui est là, enfin l'inondation est là, eh ben, la ville doit, vis-à-vis de l'ensemble des autres biens, agir pour accompagner, maintenir les services, etc. C'est la même chose, à mon sens, au niveau du label Résiscore. Quand vous avez une zone d'activité, c'est là où il y a une dynamique intéressante avec les gestionnaires de la zone d'activité, voire la collectivité, de faire en sorte de créer une dynamique pour qu'il n'y ait pas une seule entreprise sur le secteur qui soit consciente du risque et qu'elle soit capable d'en apprécier les actions engagées et se mettre éventuellement à l'abri. C'est pour ça que je pense que c'est important. Et puis aussi dire que pour ce qui nous concerne, nous l'entente, si on a souhaité travailler avec vous, avec l'association Résilience et renouveler ce partenariat, c'est que bien évidemment, dans le cadre des programmes d'action de prévention des inondations que nous mettons en œuvre, les PAPI, et à l'heure actuelle, nous avons un PAPI sur les 4 territoires à risque important de notre bassin, on doit travailler sur l'ensemble des axes. Et parmi les axes, il y a la réduction de la vulnérabilité, mais il y a aussi, même si ce n'est pas écrit peut-être comme ça dans les axes, je crois qu'il y a à se préoccuper du maintien d'une activité économique post-crue. Et pour ça, il faut que les entreprises soient prêtes à pouvoir se relever rapidement et les collectivités éventuellement à prendre des actions pour protéger et en termes d'aménagement ces zones-là. Donc, c'est l'ensemble des acteurs, que ce soit les particuliers, les petites entreprises, les grandes entreprises, les collectivités et les gestionnaires de zones commerciales et d'activités qui doivent prendre en compte la nécessité de connaître le risque et éventuellement de faire des propositions d'action pour en réduire les impacts sur le territoire. Voilà, c'est surtout ce que je voulais dire, il faut qu'on crée des dynamiques et notre partenariat montre en cela l'intérêt qu'il y a justement à pouvoir travailler avec vous et vis-à-vis de nos membres pour qu'on arrive à ce que sur des secteurs donnés, il y a une multitude d'entreprises qui se lancent dans le label. Entendu, merci beaucoup. Voilà, Rodolphe Guillois qui est auditeur, donc tu peux passer. On va passer le sommaire parce qu'il a déjà été un peu présenté. Donc c'est Rodolphe Guillois qui a été auditeur pour les audits réalisés, les 17 audits réalisés sur le territoire, qui va prendre la parole. Rodolphe, si tu veux bien présenter comment se sont déroulés les audits dans la forme en tout cas. Oui, très bien, pas de souci. Rapidement, la société Examo que je représente, on est spécialisé en prévention des risques naturels et plus particulièrement des inondations depuis plus de 20 ans auprès des grands acteurs économiques, des grands opérateurs historiquement sur la région parisienne. Donc, on a une compétence très particulière et précise sur la vulnérabilité des acteurs activités économiques sur les inondations, sur la prévention des inondations.
comment se déroulaient les audits après une prise de rendez-vous. Moi et mes équipes, puisqu'il n'y a pas que moi, mais il y a effectivement mes collaborateurs également qui sont certifiés auditeurs Resiscore. Nous avons pris donc rendez-vous avec les personnes qui étaient nommées dans les entreprises à rencontrer. On le verra un petit peu après, on avait différentes typologies de personnes que nous avons pu rencontrer. Et comme le précisait tout à l'heure Sandra, l'audit n'est pas basé sur un questionnaire, enfin il est basé sur certaines typologies d'informations que l'on cherche à collecter, mais on ne va pas suivre stricto sensu un questionnaire avec des questions très formelles auxquelles l'entité doit répondre. Les audits se basent plutôt sur un échange très ouvert sur la problématique des risques naturels et technologiques, et des questions peuvent initier des discussions, et en fait, nous, on va récupérer les informations dont on a besoin pour réaliser notre audit. Donc, c'est vraiment sur un échange avec les différentes personnes que l'on va rencontrer. Encore une fois, comme le disait Sandra, il ne s'agit pas d'un diagnostic inondation. On a eu quelques écueils là-dessus. Des gens pensaient qu'on venait pour leur faire un diagnostic inondation. En fait, notre démarche et l'audit Resiscore est quelque chose de beaucoup plus large que la simple appréciation de la problématique inondation, puisqu'on va couvrir toute l'intégralité des risques naturels et technologiques qu'il peut y avoir sur la parcelle cadastrale sur laquelle le site est implanté. Donc après, il y a un temps d'échange où on essaye d'évaluer la connaissance de l'entité aux risques naturels et technologiques. On va pouvoir ensuite reprendre la parole et les aiguiller et leur donner les bonnes pratiques que nous, de notre côté, nous maîtrisons. Typiquement, après leur avoir posé la question sur quelle était leur appréciation de la typologie des aléas qui pouvaient survenir sur leur site, on leur fait mention typiquement de l'existence du site Géorisque, qui est le site officiel pour avoir la cartographie des différents aléas naturels et technologiques qui peuvent survenir sur un site. On a eu la bonne surprise de voir certaines entités qui connaissaient très bien ce site, et puis d'autres qui le découvraient. Et donc, il a fallu leur expliquer, et c'est tout l'objet de la démarche Resiscore, de pouvoir leur expliquer un petit peu tous les outils qui sont mis à leur disposition et qui leur permettent de mieux apprécier les impacts chez eux et mieux s'y préparer. Bien évidemment, comme on est sur le territoire de l'entente Oisem et que les entreprises étaient ciblées en ce sens, on est vite revenu dans la discussion sur la problématique du risque inondation. Après avoir encore une fois eu leur premier niveau d'appréciation de ce que pouvait être le risque inondation sur leurs activités, on a pu leur retransmettre les bonnes pratiques et surtout les mettre en relation avec les experts dans ce domaine de l'entente Oisem. Il est apparu pour certains des acteurs que l'entente Oisem n'était pas identifiée comme un acteur à solliciter pour bénéficier d'informations. Donc en ce sens, l'audit a pu participer à faire ce lien entre l'entente et les activités économiques du territoire. Donc on a pu leur mettre à disposition des cartographies qui ont été réalisées par l'entente, et puis également leur faire comprendre que la vulnérabilité au risque inondation, ce n'est pas simplement l'arrivée de l'eau sur un site, mais également tout l'impact et les effets dominos que l'inondation peut occasionner sur un territoire, et de leur faire prendre conscience que, typiquement, peut-être qu'avant même de voir la moindre goutte d'eau sur leur site, ils auraient également à subir des pertes d'alimentation électrique ou alors des indisponibilités de voies de circulation pour accéder à leur site, et que du coup, leur activité allait pouvoir être impactée très rapidement, potentiellement, tout du moins beaucoup plus tôt que ce qu'ils pouvaient en apprécier. On les a mis également, on leur a également pu leur donner des informations sur les indicateurs, les sites Vigicru, qu'il faut pouvoir suivre en temps réel, et puis surtout savoir se préparer, c'est-à-dire que derrière, alors, des entreprises étaient déjà particulièrement bien préparées, mais d'autres, on a pu leur faire apparaître qu'il était nécessaire à constatation de niveau d'eau prévu dans les heures ou jours à venir, qu'il était nécessaire d'escalader la crise progressivement et de déclencher certaines actions. Donc voilà, on a pu donc leur faire apparaître également qu'il y avait, comme notre intervention n'était pas un diagnostic inondation, que parfois pour certains il y avait nécessité d'aller plus loin et éventuellement de bénéficier d'un diagnostic un peu plus élaboré, de formaliser des plans de gestion de crise, également de formaliser un plan de continuité d'activité. Beaucoup d'opérateurs, beaucoup d'entreprises sur le territoire étaient déjà soumis à des obligations de produire des plans de continuité d'activité de par leurs activités, parce que ces entreprises travaillent par exemple avec le domaine de l'automobile, et on sait que tous les sous-traitants de ces activités-là sont soumis à des obligations fortes
de prouver leur capacité à assurer la livraison des produits attendus. Et puis, on a pu également discuter sur le document unique de chacune des entreprises, puisqu'on fait le constat, nous, à l'association, que le DUERP, document unique d'évaluation des risques professionnels, est le bon outil pour sanctuariser la problématique des risques non seulement internes, mais également extérieurs, c'est-à-dire le risque d'inondation qui peut venir impacter la sécurité des collaborateurs et de pouvoir disposer dans ce DUERP d'un plan de traitement et ça trace et ça informe les collaborateurs sur les mesures prévues par l'employeur. Donc voilà, donc ces audits sont ensuite clos par une visite de site qui permet encore une fois de pouvoir leur faire part de bonnes pratiques. On a pu voir des entreprises, par exemple, qui étaient protégées contre les risques d'inondation par des sacs de sable. On a pu, là encore une fois, leur faire état des différents produits anti-inondation qui pouvaient exister, au bénéfice encore de la protection de leurs actifs, de leurs équipements et au bénéfice de leur continuité d'activité pour assurer la pérennité de leur activité pendant et après la survenance d'un tel événement. Voilà pour moi. Merci beaucoup, Rodolphe. Je vais donc préciser 3 choses. La première, c'est que donc, Rodolphe Guillois, dont les bureaux effectivement, sont sur Paris, du coup, est un auditeur qui intervient dans ce secteur géographique principalement. Examo étant aussi adhérent de l'association, ce qui est une condition pour être auditeur du Résiscore. La deuxième chose, c'est que il y a à peu près une vingtaine d'auditeurs de l'association Résilience, donc répartis sur le territoire national, y compris dans les DROMCOM. Donc pour être dans une relation de proximité avec les activités économiques et aussi de connaissance du territoire sur lequel les auditeurs interviennent. La troisième chose, c'est que, comme Rodolphe l'a indiqué, Examo est spécialisé sur le risque d'inondation. Et donc, d'être formé au Résiscore, c'est aussi pour les experts s'ouvrir à des connaissances minimum pour être également auditeur en lien avec les autres risques majeurs, puisque, encore une fois, le Résiscore est général par rapport aux différents risques majeurs. Donc, voilà, pour Examo, ça a été aussi l'occasion d'aborder et d'appréhender des risques sur lesquels, sauf erreur, Examo n'intervient pas forcément de manière quotidienne. Et enfin, Rodolphe précisait qu'effectivement, l'audit se fait dans le cadre d'un échange bienveillant, évidemment courtois, avec le dirigeant et ou le responsable sécurité. Il y a bien, toutefois, je le précise, en fait, une grille d'entretien. Là, Rodolphe étant expérimenté, il peut se l'approprier et en même temps nourrir un échange. Mais l'atterrissage des réponses se fait dans une grille qui est celle de l'audit Résiscore et qui est homogène pour tous les audits en fait sur le territoire national et c'est ce qui permet de, entre guillemets, comparer les niveaux de Résiscore entre les entreprises, quel que soit l'endroit où ils sont réalisés. Et Rodolphe, tu veux peut-être préciser quelque chose à ce niveau-là? Oui, je voulais surtout préciser que même si les équipes Examo étaient les auditeurs, ce n'est pas l'auditeur qui donne la note, mais tu allais peut-être le préciser un petit peu après. C'est un point important, c'est-à-dire que nous ne sommes pas évaluateurs et entité qui va donner la note. Nous remettons notre rapport à un collège d'experts de l'association, et c'est ce collège d'experts dont nous ne faisons pas partie, l'auditeur n'en fait pas partie. Il pose effectivement les éléments qui ont été récoltés lors de l'audit. Il les met à disposition du collège d'experts qui eux-mêmes vont avoir une vision déjà un petit peu décorrélée de l'entreprise et pouvoir affecter la note, l'évaluation, le label qui va finalement être proposé à l'entreprise auditée. Merci pour cette précision, effectivement. Nous allons maintenant passer la parole donc à Inès Bourbon, donc, qui est chargée de mission à l'association Résilience et qui a contribué à la réalisation du bilan de cette expérimentation. Donc, Inès, tu vas nous parler justement de cette évaluation et retour d'expérience. Donc du coup, afin d'obtenir un retour d'expérience sur cette expérimentation, nous avons proposé un questionnaire aux 17 entreprises auditées après qu'elles aient passé le Résiscore.
et 12 entreprises nous ont accordé un entretien sur la base d'un questionnaire de satisfaction qui a été préétabli, mais tout en laissant libre cours à l'expression de nos interlocuteurs. Et l'objectif de cet entretien était de mesurer les apports concrets du Resiscore. Donc concrètement, comment est-ce qu'ils ont pu traduire des actions sur leur site, d'identifier les freins et les leviers d'action qui sont à leur disposition, et surtout de faire évoluer le dispositif pour être toujours plus efficient. Du coup, si on commence, donc on commence à rentrer là dans le vif du sujet, donc en particulier pour identifier les risques majeurs en présence. Donc sur les 17 entreprises, en fait, tout était exposé au risque d'inondation, puisque en partenariat avec l'Entente, c'était une des conditions, bien entendu, d'identifier des entreprises exposées à ce risque. Mais ce qui nous a surpris davantage, c'est leur exposition conjointe à des risques industriels et de transport de matières dangereuses, également de pollution des sols, mais en particulier leur double exposition donc aux risques naturels et aux effets de l'activité des sites Seveso seuil haut. Et là-dessus, on s'est rendu compte que ce risque n'était pas forcément connu par les entreprises exposées, euh, tout simplement parce qu'elles ne sont pas forcément en proximité directe. Une entreprise Seveso seuil haut, ça peut se remarquer de par la forme et la taille de l'entreprise. Mais si on est un petit peu éloigné, ben, le tracé du périmètre de gestion de crise, ce qu'on appelle le périmètre PPI, pour plan particulier d'intervention, n'est pas dessiné au sol, donc on ne sait pas forcément que l'on est exposé à ce risque qui pourtant est présent. Donc voilà, le Resiscore a été l'occasion de pointer cela, et on voit quand même que le nombre d'entreprises là sur cet échantillon, hein, bien sûr 17 entreprises c'est un échantillon, mais n'est pas négligeable, puisque près de la moitié sont aussi exposées à un risque industriel majeur. Si on continue donc avec le profil des entreprises, donc Inès va nous le présenter. Donc, ce qu'on a pu voir au travers de nos entretiens, c'est que plus de 65% des entreprises qu'on a auditées comptent moins de 50 salariés, ce qui pose des défis assez spécifiques en matière de gestion de crise. Mais on a pu également se percevoir que leur vulnérabilité face à une crise peut être équivalente ou même un petit peu supérieure à celle des grandes entreprises, notamment due à leurs moyens financiers qui peuvent être un peu limités par rapport aux entreprises qui peuvent se reposer sur leur site, sur leur groupe, et aussi à cause de leurs ressources humaines disponibles. Les TPE, par exemple, ne disposant pas forcément d'un responsable QSE, HSE sur site, donc ce qui rend l'évaluation du risque un peu plus compliquée. Également, on a pu s'apercevoir que la dominance du secteur secondaire, donc dans les audits, témoigne d'une forte implantation industrielle sur le territoire, ce qui peut expliquer la prévalence donc des risques technologiques, donc qui sont du coup les sites Seveso seuil haut et les canalisations de transport de matières dangereuses. Également, la part non négligeable d'activités du secteur tertiaire rappelle néanmoins que les activités de service ne sont pas du tout épargnées en cas de survenue d'une catastrophe, notamment en cas de coupure d'accès, d'énergie ou même de rupture de logistique. Et le secteur primaire, donc dans les entreprises auditées, nous avons eu des secteurs qui travaillent dans l'extraction de minéraux, dans le transport, l'industrie, la gestion des déchets et des fournisseurs d'eau. Donc ces secteurs primaires restent quand même, donc sont assez minoritaires, mais ils restent exposés à des risques naturels forts, notamment les inondations donc. Merci beaucoup Inès. Monsieur Saint-Bille et ou Marjorie, si vous voulez aussi évoquer voilà, la situation géographique des entreprises auditées. Donc simplement qu'elles sont donc bien dans des communautés de communes ou d'agglomérations qui nous avaient transféré la compétence de prévention des inondations. Donc voilà, les entreprises auditées sont réparties sur six communautés de communes ou communautés d'agglomération dont vous les voyez là sur la diapo, avec effectivement pas mal d'entreprises qui étaient présentes sur la communauté de communes des pays d'Oise et d'Alat,
puisqu'on a eu effectivement un très bon relais aussi du chargé de mission activité économique au sein de cette EPCI. Merci. Rodolphe, si tu veux poursuivre sur les Ça types. rejoint ce que je disais tout Ah, à l'heure. pardon, excusez-moi. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Si on peut remettre la diapo précédente, on voit que, comme le disait Marjorie, la communauté de communes des Pays d'Oise et d'Alat, avec un animateur qui a été dynamique, a créé lui-même, ça a créé cette dynamique au niveau des entreprises. Et je crois qu'il faut qu'on le recherche, ça. Parce qu'encore une fois, nos collectivités membres ont besoin à ce que le tissu économique soit le plus informé des risques auxquels il est confronté et puisse se préparer. Donc, on a une action, je pense, à engager en termes de communication sur le travail qui a été fait. C'est ce qu'on fait un peu aujourd'hui, mais encore vis-à-vis des autres collectivités membres. Par exemple, sur l'agglo de Compiègne, qui est un territoire économique extrêmement dense, on voit qu'il n'y a que 2 entreprises à ce stade-là. Je sais qu'il y a quelqu'un qui représente la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise qui doit être présent au webinaire. On a certainement là besoin de travailler avec les zones d'activité concernées. Il faut voir celles qui sont bien évidemment dans les sites qui sont inondables, mais il y en a notamment sur les communes de Saint-Aulaumone, d'Éragny, pour ne parler que de ces deux-là, et donc même de Pontoise. Donc je crois que cette dynamique, elle est essentielle pour que tous les éléments qui sont indispensables à une activité économique pour se prémunir puissent trouver cette dynamique. Et j'ai une question, moi je voulais savoir si par rapport à l'action qu'on a créée, la dynamique qu'on a créée avec l'association Résilience, c'est-à-dire qu'on est décidé de traiter à ce stade-là 30 entreprises, mais bien évidemment, il y en aura certainement d'autres après. Est-ce que sur le territoire national, on a vu la carte, vous avez d'autres acteurs identiques à l'ententoise voisine en termes d'inondation qui ont passé des conventions avec vous? Parce que je pense que là aussi, on a intérêt à essaimer nos expériences sur d'autres territoires. Il ne faut pas garder ça pour soi. Oui, alors à ce stade, on a 2 manifestations d'intérêt. On en a une dans le territoire de la Drôme, donc autour de Valence. Et j'ai demain un rendez-vous avec les 2 syndicats mixtes de bassin versant de la Somme et de la baie de Somme. Donc l'AMEVA et le SMBS pour évoquer ce type d'action. Voilà, donc il y a 2 manifestations d'intérêt qui ont été relayées là pour l'instant. Rodolphe Guillois était également, tu étais allé, Rodolphe, présenter aussi la démarche en Normandie, sauf erreur. On n'a pas eu de retour pour l'instant, mais voilà, ça fait son chemin petit à petit. Tout à fait, à relancer, oui. Parce que moi, on a eu, peut-être certains étaient présents, une rencontre interpapi qui a été organisée il y a quelques jours avec le PTB Seine-Grand Lac, qui, bien évidemment, sur une région où il y a un contexte économique extrêmement large, et dans la relation que nous avons avec cette autre PTB et la volonté qu'on partage avec le président Patrick Ollier, c'est de faire en sorte que l'on fasse bénéficier de nos expériences réciproques et et je pense que là, il y a une action que l'on pourrait développer. Et là, la communication pourrait certainement encore faire des petits après, parce que c'est un EPTB extrêmement grand en termes de territoire et dynamique avec les moyens dont il dispose. Donc, je pense que c'est des choses sur lesquelles, encore une fois, on n'est pas propriétaire des expérimentations que l'on fait, il faut en faire profiter largement. Tout à fait, et tout est là sur le plan humain et technique pour que ce soit rendu possible. Donc, effectivement, il y a matière à poursuivre. De même que pour le diaporama, pour donc passer la parole à Rodolphe pour que tu nous évoques les interlocuteurs que tu as rencontrés. Oui, alors je vais rebondir justement sur ce qu'a présenté Inès un petit peu avant, c'est que vous avez pu constater que les entreprises qu'on a pu rencontrer, principalement, pas toutes, mais principalement, sont des entreprises de moins de 50 collaborateurs. De ce fait, des dirigeants, des cadres dirigeants, il n'y en a pas énormément, et on a pu bénéficier de l'implication forte des directeurs, des PDG, des petites entreprises qu'on a pu rencontrer.
Et c'était très intéressant puisque nous avions en face de nous quelqu'un qui portait la responsabilité en tant qu'employeur de la prévention des risques auprès de ses collaborateurs et puis même de la prévention des risques au regard de sa continuité d'activité et de la pérennité de son chiffre d'affaires. Et donc, on a pu avoir des échanges très directs avec une compréhension et une capacité, oui, c'est ça, plutôt une capacité de compréhension de la problématique et des actions à engager eh bien, très forte, puisqu'on avait le dirigeant généralement avec nous. Et si ce n'était pas le dirigeant, on avait à minima le responsable QSE. Et donc, le responsable QSE, c'était également intéressant, puisque ces personnes-là sont chargées d'évaluer au travers du document unique la cartographie de tous les aléas, de tous les risques qui peuvent impacter la santé et la sécurité des collaborateurs. Et donc, souvent, ces personnes-là sont en charge ou étaient en charge de la prévention également du risque inondation, mais encore une fois, sans avoir l'intégralité des bonnes pratiques, des règles de savoir-faire à adresser pour bien s'y préparer. Donc, on avait vraiment en face de nous les gens du bon niveau, j'ai envie de dire, sans rien de péjoratif dans mes propos, capables d'apprécier leur vulnérabilité actuelle, l'impact que nous, on essayait de leur réexposer et les actions et les mesures à prévoir au regard des préconisations qu'on était amené à leur proposer. On n'a pas fait de suivi, je ne crois pas, hein, Sandra, des actions effectivement portées par chacune de ces entreprises rencontrées, mais je pense qu'on sera amené à se revoir si on veut relancer comment dire, la labellisation, puisqu'on va peut-être en reparler, mais le label est adressé pour un certain nombre d'années. Et je pense, sans aucun problème, qu'on verra une forte évolution de la prise en compte du risque inondation sur ces entreprises auditées. Et pas que inondation. D'ailleurs. Et pas que inondation, mais comme on l'a évoqué, sur le territoire de l'Entente, c'était quand même le risque prégnant. Et c'est un peu pour ça que les dirigeants se sont inscrits dans la démarche. C'était la porte d'entrée, on va dire. Mais comme vous l'avez dit également, on a pu leur faire apparaître qu'il y avait d'autres risques naturels et technologiques pour lesquels il leur fallait également se préparer. Merci Rodolphe. On va poursuivre donc avec une autre partie des constats, notamment les caractéristiques des audits. Donc vous voyez qu'au niveau des résultats, donc les entreprises en fait ont majoritairement eu le niveau démarrage, donc plus de la moitié. Donc c'est assez révélateur en fait de l'approche des risques majeurs par les activités économiques aujourd'hui, qui en tant qu'expert nous surprend malgré tout toujours, hein, puisqu'on voit bien dans les médias que les catastrophes surviennent dans le monde quotidiennement, en France, on va dire très régulièrement aussi. Et donc, peut-être même une étude permettrait encore de mieux saisir finalement ce qui peut-être empêche encore les entreprises de saisir pleinement ce sujet. Nous faisons toutefois quelques hypothèses. La première, c'est que la réglementation du Code du travail et du Code de l'environnement voilà, sont pas complètement reliées. Les formations initiales des salariés en matière d'hygiène, santé et sécurité n'intègrent pas non plus de manière claire la dimension des risques naturels et technologiques majeurs. Le rôle des assureurs joue aussi. Donc voilà, aujourd'hui, si j'ose dire, on court encore un peu après les entreprises pour leur faire intégrer ce sujet. Et voilà, c'est à voir en fait quels pourront être les autres leviers. En tout cas, celui du Resiscore contribue voilà, à intégrer cette thématique. Il y a M. Guillouin qui a demandé la parole. Oui, vas-y, Rodolphe. Oui, merci. Alors, sur le niveau de démarrage des entreprises auditées que l'on a pu rencontrer, dans les faits, je ne suis pas très, très étonné pour ma part, puisque, comme je vous disais, en 20 ans dans la prévention des inondations, nous, on identifie chez Examo
les raisons pour lesquelles on a des clients qui vont venir se préoccuper et nous solliciter pour travailler sur la problématique inondation. Il y a 3 critères en fait qui font que des activités économiques vont se préoccuper principalement du risque inondation. Je l'expose là, mais l'entente-Toisanne pourra me le confirmer. Nous, on voit qu'une entreprise est concernée et intéressée par la problématique des inondations quand elle est dans une zone PPRI, qu'elle a besoin d'aménager, qu'elle a besoin de faire un permis de construire, un permis d'aménagement. Si une entreprise est là depuis des années, depuis la publication d'un PPRI, eh bien à la rigueur, ça lui passe un petit peu au-dessus de la tête, c'est-à-dire qu'elle n'est pas forcément au courant des dispositions réglementaires qui s'imposent à elle. L'autre point, et on l'a fortement vécu sur le territoire de l'entente-Toisanne, malheureusement, c'est la survenance des événements de crue. Une entreprise qui a vécu une inondation, eh bien, elle va chercher, elle aura malheureusement vécu cette situation, elle aura été impactée sur ses équipements et sur sa continuité d'activité. Elle va donc être consciente de sa vulnérabilité, elle va souhaiter améliorer sa résilience. Ceux qui n'ont pas vécu ces inondations, ceux qui sont un petit peu plus loin du lit de l'Oise, par exemple, sont passés à autre chose, j'ai envie de dire. Et puis l'autre point qui les fait venir et se préoccuper de la prévention des inondations, c'est l'assureur, parce que lui, il sait très bien que l'entreprise est dans une zone potentiellement vulnérable et va venir frapper à la porte pour leur dire, écoutez, votre police d'assurance, je vais l'augmenter parce qu'au regard des impacts et du changement climatique, cette situation n'est plus assurable ou difficilement assurable pour nous et on va revoir votre police d'assurance. Donc en fait, il y a 3 critères, le réglementaire, l'historique, le fait d'avoir vécu des inondations et la pression assurantielle qui font qu'un entrepreneur va chercher à s'en préserver. Au-delà de ça, c'est de l'appréciation et même quand ils s'en préoccupent, j'ai envie de dire, eh bien, ils n'ont pas forcément les bons outils, les bonnes connaissances. C'est normal, ce n'est pas leur activité, ils ne font pas ça tous les jours, ils font bien des choses tout à fait différentes et non pas forcément les bonnes pratiques. Et l'audit Resiscore vient leur donner tous les éléments qui leur permettent de mieux s'y préparer. Et donc, ce n'est pas étonnant, in fine, d'avoir des entreprises qui, conscientes de leur vulnérabilité, balbutient un petit peu dans la réponse qu'il faut pouvoir adresser pour mieux préserver la sécurité des personnels et leur continuité d'activité. Si je peux me permettre encore là, par rapport à ce que vient de dire M. Guillois sur la notion PPRI, qui fait qu'il y a une prise de conscience au moment où il y a, pour une entreprise qui s'installe ou qui a une évolution dans son bâti, de se conformer aux règles du PPRI. Malheureusement, il y a des secteurs, y compris sur notre territoire, il y a des PPRI, on en parle depuis 20 ans, il est prescrit, il n'est toujours pas en place. Et il faut bien évidemment aussi comprendre qu'il y a des entreprises, si elles ne sont pas préparées et qui subissent dans un temps assez court à plusieurs événements, si l'implantation de l'entreprise n'est pas obligatoirement sur ce terrain-là, peut avoir comme envie de déménager, ce qui peut être quelque chose d'assez grave pour l'activité économique de la collectivité. Bien évidemment, il peut y avoir des effets dominos. C'est pour ça qu'il est bien préférable que les entreprises aient conscience du risque et s'y préparent et s'adaptent pour que quand l'événement survient, même s'il est répétitif, ils aient pris un certain nombre d'initiatives qui leur permettent de considérer qu'ils peuvent rester sur le territoire moyennant un certain nombre d'actions pour se protéger. Tout à fait. En complément, ce que l'on a noté, c'est que la taille de l'entreprise n'est pas forcément un indicateur déterminant du niveau de préparation au risque majeur. Une petite structure peut mettre en place des dispositifs efficaces. Ce n'est pas forcément lié au fait qu'elle a vraiment une organisation avec une personne uniquement en charge de cette question. Et pour les grandes entreprises, ça peut être le défaut, entre guillemets, d'intégration de ce risque parmi leur politique de sécurité, peut être lié à la priorisation, en fait, dans leurs activités. Voilà ce qu'on pouvait vous dire par rapport à ces niveaux de Resiscore, mais qui reflètent les résultats que l'on a sur d'autres territoires. Et on peut souligner la qualité de l'entreprise Francem qui a obtenu le niveau 3 et qui était un des premiers Resiscore avec ce niveau que l'on ait pu observer au niveau de l'association. Ensuite, donc, nous passons à une meilleure, à ce qu'a apporté effectivement le Resiscore. Diapositive suivante.
Alors, tout d'abord, ce qui est certain, c'est une prise de conscience renforcée grâce à l'audit. 80% des répondants donc affirment que l'audit a amélioré leur compréhension de ce qui menace leur activité et en particulier l'inondation. Donc, le Résiscore a joué un rôle déclencheur donc, pour identifier les vulnérabilités de l'activité, avec aussi, grâce à l'intervention de l'auditeur, des idées, d'exemples concrets d'équipements qui peuvent être adaptés pour protéger l'activité et les personnes. Ensuite, on l'a déjà dit, hein, mais le Résiscore est un outil de sensibilisation en direct, puisque voilà, il y a cette interface humaine. Et Rodolphe l'a précisé également, mais je le redis, c'est vrai que nous sommes vraiment conscients quelque part que nous favorisons ce lien entre les outils développés au niveau national ou local par les collectivités et les pétitionnaires et les cibles en direct. Et là, c'est vraiment le rôle aussi des associations que de faire ça. Donc, vous voyez un petit peu les résultats par rapport à l'utilité du Résiscore, hein. Quand on a posé cette question de manière simple, eh bien 70% disent que c'est très utile ou utile. Bon, certains ont dit que cela ne leur était pas directement utile, c'est possible, évidemment. Un peu vexatoire, mais bon, on accepte quand même la progression. Est-ce qu'on peut connaître un peu la raison qui les ont amenés à dire que c'était peu utile? Est-ce que c'est parce que ils sont moins préoccupés par ça que par d'autres priorités, comme vous l'avez évoqué, ou c'est lié à la personne qui a été en contact avec le diagnostiqueur? Oui, il y a eu un petit peu de ça. Enfin, on a eu un cas en particulier où une personne venait d'arriver dans son poste. Donc, en fait, elle a eu encore peu le temps de s'approprier, je dirais, ces sujets. Inès, tu veux compléter peut-être sur cet aspect-là aussi? Oui, il y a eu aussi parfois des entreprises qui mal informées, enfin qui avaient mal lu un peu la fiche du Résiscore et qui s'attendaient à avoir vraiment, comme disait Rodolphe au début, un diagnostic de vulnérabilité et qui du coup ont considéré l'audit comme peu utile car ils en sont ressortis avec, voilà, ils étaient déçus alors que c'était pas forcément le but du Résiscore. Alors c'est là où, et peut-être que Marjorie a des éléments, mais c'est là où, comme la taille des entreprises, et finalement une taille des entreprises dont la majorité sont moins de 50 salariés, comme notre autre dispositif inondation qui là est plus concret sur le diagnostic qui permet de relever tous les points de vulnérabilité pour une crue centenale et qui définit les actions à engager avec un premier chiffrage d'ailleurs, une estimation du chiffrage et l'apport des 80%, c'est là où on a peut-être besoin d'enclencher derrière, dans le cadre de la panoplie des outils qui existent, vis-à-vis des entreprises, notamment de moins 20 salariés, puisque c'est notre dispositif qui est prévu comme ça, le diagnostic complémentaire qui peut les amener justement à considérer que ça aura été au moins utile parce qu'ils auront compris qu'il y a autre chose qui peut derrière se déclencher. Tout à fait. Ensuite, donc, on va voir qu'un certain nombre de mesures sont aussi réalisées par les entreprises donc, depuis qu'elles ont passé le Résiscore. Donc ça, c'est un point important. Dans un premier temps, on a été en contact avec 10 entreprises. Donc 6 sur 10 ont engagé des actions concrètes en matière d'affichage des consignes. C'est le cas, ça a été précisé par SID. Également, donc, la mise à jour du document unique, des formations en interne, l'amélioration du relais de l'alerte, c'est le cas pour Scap Nord, pour Elkern à Brenouille, la prise aussi de contact avec le site Céveso Seuil Haut voisin, donc ça c'est hyper important, c'est le cas pour Ecovalor. Pourquoi c'est important? Parce que les sites Céveso Seuil Haut, eh bien, voilà, ont aussi leurs moyens de relayer l'alerte en cas d'incident ou voire d'accident et ont elles-mêmes la liste des téléphones des dirigeants pour les informer en cas de problème. Donc, voilà que le Résiscore puisse contribuer à cette mise en relation entre les sites Céveso Seuil Haut et les entreprises riveraines est assez positif.
Et puis, donc, certaines aussi ont envisagé d'élaborer leur plan de continuité d'activité. Donc, en tout cas, ce que l'on voit, c'est que ça, c'est aussi d'ailleurs assez général euh, dans d'autres territoires en France, c'est que les entreprises, OK, peuvent ne pas avoir l'information au départ, mais une fois qu'elles l'ont, elles agissent assez rapidement dans un temps assez court pour faire évoluer leur situation et après elles passent à autre chose. Mais en tout cas, il y a souvent quand même une, on va dire, action-réaction. Et Rodolphe, tu veux compléter cet aspect? Oui, non, j'avais juste un cas, un exemple à évoquer qui matérialise bien quelque part les informations dont qu'on a pu dispenser aux entreprises. On a pu faire apparaître à certaines entreprises, donc EcoValor en particulier. Je crois qu'il y avait les carrières du Boulonnais également dans la zone de nos gens, qui étaient à proximité d'un site Céveso et ils en étaient conscients, ils en avaient vaguement idée qu'il y avait un site Céveso à côté. On a pu leur montrer au travers du site Géorisque qu'ils étaient effectivement dans le périmètre d'alerte du site et d'impact du site Céveso Seuil Haut. Et les personnes rencontrées nous disaient oui, bah, de temps en temps, ils font un test de sirène. On dit OK, d'accord. Et est-ce que vous-même, vous savez, quand vous entendez cette sirène, vous savez qu'il y a un test, mais le jour où ça se déclenchera pour un cas concret, quelles sera pour vous et vos collaborateurs la conduite à tenir? Et on s'est rendu compte qu'en fait, ils entendaient cette sirène, mais sans savoir quelles actions eux-mêmes devaient porter auprès de leurs collaborateurs. La première réponse pouvait être de dire ben, on évacue, bah, OK, mais vous évacuez par où? Et est-ce que la bonne conduite à tenir, c'est pas plutôt de se confiner? En fait, les gens, les entrepreneurs n'en savaient rien. Et ce qui leur a mis la puce à l'oreille, et ce qui leur a permis d'aller plus loin et d'aller prendre contact après avec l'entreprise Céveso Seuil Haut pour avoir plus d'informations sur la conduite effectivement à tenir le jour où cette sirène se déclenchera. Je pense que j'ai vu la présence de DDT, de Réal présente, notamment de DDT. Je pense que c'est des choses essentielles dans la mesure où quand il y a un événement majeur qui arrive, il y a la cellule de crise qui se met en place au niveau des préfectures et que de maîtriser un peu toutes ces lacunes, tous ces besoins d'information. Vous évoquez la notion de l'alerte, de la sirène, etc. Je pense que c'est des choses qui sont intéressantes aussi, j'imagine, mais ils peuvent prendre la parole pour les services de l'État, hein, cette dynamique qui peut s'enclencher sur la prise de conscience et les moyens dont on peut s'en prémunir. Donc, n'hésitez pas si vous souhaitez intervenir pour compléter, faire part de vos réflexions déjà à l'aune de tout ce qui vient d'être dit. On poursuit. Très bien. Donc, ensuite, ben, si vous souhaitez évoquer ben, la démarche qui effectivement déjà fait parler d'elle, effectivement. Donc, Monsieur Saint-Billy ou Marjorie, si vous voulez préciser. Oui, alors bah, donc comme on l'avait indiqué tout à l'heure, on a aussi donc enfin, le but c'est bien de la valoriser, et de faire en sorte qu'elle puisse être réutilisée, s'aimer aussi dans d'autres territoires, hein. Donc voilà, au niveau externe, on a communiqué sur le partenariat et donc la réalisation de ces audits voilà, sur les réseaux sociaux. Également, donc, on a eu le premier prix IRIS sur la thématique préparation à la gestion de crise, hein. Donc ça nous avait été décerné à Arras lors du forum sur les risques majeurs l'année dernière. Là, on s'est aussi inscrit, on a aussi inscrit l'action et le partenariat donc, aux Journées nationales de la résilience qui auront lieu au mois d'octobre. Et puis, donc, sur la partie plus interne, donc ça, on en avait parlé aussi tout à l'heure. Mais voilà, le but, c'est bien de faire parler de ce partenariat, de cette action, de cet audit, pour qu'il puisse être développé, et alors plus aussi sur notre territoire, hein, puisque le partenariat est toujours ouvert, mais également voilà, chez nos voisins et au niveau national. Avec donc le complément lié donc à l'enquête qui a été menée, donc où les entreprises nous ont informé qu'elles-mêmes avaient fait remonter l'information à leur siège
et avait communiqué même en interne sur la démarche. Donc ensuite, pour les pistes d'amélioration du Resiscore, puisque donc c'est bien, il s'agit encore d'une expérimentation à l'échelle du territoire, on a identifié, grâce aux réponses des entreprises, le besoin de leur fournir une feuille de route lors de la remise du score et de l'avis pour faciliter le passage à l'action. Alors, je dirais que c'est plus une question d'information, parce qu'en fait, notre site Internet permet d'abord aux entreprises de s'inscrire, bien sûr de leur délivrer de manière automatique après la réunion du jury le Resiscore, mais en fait, elles ont accès à leur questionnaire, aux réponses et à leurs résultats. Et après ce résultat, en fait, quand l'auditeur intervient dans l'entreprise, il a un ensemble de suggestions, d'actions à mener qu'il coche en fonction de ce qu'il estime être pertinent et prioritaire pour l'entreprise. Et je pense qu'on n'a pas encore assez communiqué en fait aux entreprises sur l'accès qu'elles peuvent avoir à leur espace dédié où il y a à la fois le résultat et les orientations. Par ailleurs, bon, bien sûr, la démarche, donc il a été demandé par les entreprises qu'il y ait une poursuite avec un accompagnement plus ciblé en matière de formation professionnelle. Il se trouve que nous proposons une formation pour les responsables HSE pour être référent risque majeur. Donc ça, c'est quelque chose que l'on pourra proposer. L'association, mais d'autres acteurs aussi, hein, proposent certaines actions, mais pour notre part, des exercices flash qui remportent un grand succès parce qu'ils durent peu longtemps, ils durent 45 minutes. Et avec ce temps-là, cela permet en fait tout simplement à l'entreprise d'avoir le déclenchement du signal d'alerte de manière fictive, bien évidemment, et d'appliquer les premières consignes de mise à l'abri. Donc, et de faire un retour d'expérience. Mais c'est le fait que ce soit vraiment rapide qui correspond bien aux besoins de l'entreprise qui souvent voilà, veut agir mais ne veut pas forcément mobiliser 10 personnes sur 2 jours, quoi. Donc, par ailleurs, il y a aussi évoqué le besoin d'accompagnement en plan de gestion de crise ou de continuité d'activité, donc qui a été évoqué. Inès, tu veux rajouter quelque chose? Euh, Non? Ok. Donc, en tout cas, on voit qu'il y a le lancement de cette dynamique, mais il y a cet enjeu aussi de suivi, donc là, qui a déjà été fait à travers ce questionnaire, et nous aurons à revenir vers les entreprises pour bien s'assurer voilà, qu'il y a une réponse apportée à leurs besoins sous différentes formes. Ensuite, donc sur les autres pistes d'amélioration, il y reste aussi des obstacles à surmonter. On l'a vu, il y a un accompagnement financier pour les entreprises de moins de 20 salariés, mais pour les autres, ben, c'est un engagement hein, de leur part à avoir. Je pense qu'il est important de communiquer sur le fait que prévenir les risques majeurs, c'est un travail de longue haleine qui peut être aussi envisagé sur plusieurs années pour bah, maîtriser la dépense et en même temps avancer sur le sujet. Donc, en tout cas, voilà, on a pu constater pour certaines entreprises qu'il y avait une priorisation encore assez faible malgré tout de ce risque dans leur stratégie globale et que voilà, cet accompagnement opérationnel enfin, était nécessaire au travers d'un plan d'action. Mais encore une fois, il existe, mais je pense qu'il y a un renfort de la communication à faire pour qu'elles en aient bien la connaissance. Donc, Rodolphe, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose par rapport à ça. Non, non, c'est bien résumé. Je suis désolé, je te laisse la main. Ok, pas de problème. Ensuite. Donc, aussi, ce qui a été évoqué, c'est que quand on remet l'attestation, en fait, donc il y a le niveau du Resiscore qui est indiqué, la date, le référent, l'adresse du site, et en fait le bilan du jury
qui peut prendre plusieurs lignes. Et certains ont souhaité que l'attestation soit donne juste l'indication du niveau de Résiscore et que l'avis soit dissocié dans la perspective d'afficher même le Résiscore de manière publique pour leurs clients ou leurs fournisseurs. Donc, nous pourrons y remédier. Euh, des suggestions en termes d'ajustement sur la forme et la durée de l'audit ont également été faites, notamment pour faire un tour peut-être encore plus large des locaux et pour avoir une vue d'ensemble du site. Bon, globalement, ça a été fait, sauf erreur, hein, Rodolphe, mais c'est là où justement il y a un petit rapport de temps et de disponibilité à avoir, parce que ce n'est pas un diagnostic exhaustif de vulnérabilité. Donc voilà, faut bien être au clair sur la démarche. Toutefois, les conseils voilà, ciblés tout au long de la visite ont pu être faits et sont très appréciés. Oui, je voudrais appuyer sur un point. Je sais que M. Simbi il sera attentif également. La vocation, une des vocations en tout cas du Résiscore, c'était de pouvoir permettre aux entreprises de disposer d'une évaluation qu'ils pouvaient éventuellement rentrer dans la négociation avec leurs assureurs. Puisqu'on sait qu'aujourd'hui, les assureurs sont très actifs, on va dire, vers les acteurs activités économiques pour leur imposer des choses, des études hydrologiques, par exemple, qui peuvent être fort onéreuses. Mais à contrario, une entreprise préparée par rapport à une entreprise qui n'est pas préparée, eh bien aujourd'hui, les assureurs ont tendance à les considérer au même niveau et leur affecter le même niveau de police d'assurance au regard juste, ayant en considération juste de leur exposition au risque naturel. Or, une entreprise préparée, même si elle est à minima préparée, j'ai envie de dire, si elle a déjà conscience de sa vulnérabilité, si elle sait quels indicateurs aller suivre, si elle sait en plus de ça enclencher la mise en sécurité de ses actifs, et ce qui fera que, in fine, l'assureur aura moins d'actifs à compenser, c'est quelque chose qui est important. Alors aujourd'hui, le Résiscore, il n'est pas encore dans cet état de considération de la part des assureurs. On espère en tout cas que si on arrive à promouvoir notre dispositif sur l'intégralité du territoire français, il y aura une oreille plus attentive de la part des assureurs pour pouvoir aider à prendre en considération l'état de préparation des entreprises. Comme me le dit M. Guillois, c'est vrai que je suis en la matière sensibilisé au sujet, je le dis, je l'écris. Je pense qu'aujourd'hui, la préparation, l'action, la réduction de la vulnérabilité d'un bien, d'une activité sont des choses essentielles parce que on sait très bien que des structures comme les nôtres ne pourront pas, moyennant des ouvrages, moyennant un certain nombre de travaux que l'on peut faire, totalement exonérer les zones inondables de la crue. Et que c'est une multitude d'actions et chacun est responsable, chaque individu, chaque chef d'entreprise, les structures qui ont une compétence pour cela est responsable. Mais je pense que le monde des assurances, y compris sur l'aspect que j'évoque des fois symbolique, je pense qu'aujourd'hui, une entreprise qui fait la démarche de mesurer, d'avoir l'information sur le risque auquel elle est posée et qui derrière prend un certain nombre de mesures, engage des actions pour réduire sa vulnérabilité, devrait avoir de la part du monde des assurances une reconnaissance. Cette reconnaissance ça pourrait encore une fois même être symbolique, une réduction même modeste de sa contribution d'assurance. Et on voit qu'aujourd'hui c'est quelque chose d'assez important. Ça concerne d'ailleurs aussi les collectivités par rapport aux établissements recevant du public. Ce serait quelque chose qui serait une contribution du monde des assurances et qui permettrait d'amplifier la communication et l'intérêt qu'il y a à se prémunir des crues. Et j'ajouterais, alors vous avez évoqué la difficulté de financement. Je pense que Marjorie pourrait réagir mieux que moi en la matière, mais même une entreprise de plus de 20 salariés, elle n'est pas financée par nous au niveau des 80%, mais doit être éligible au fonds Barnier, non? J'imagine. Si elle, non, non, effectivement, hein, nous, la règle des entreprises de moins de 20 salariés, donc pour le dispositif inondation qui permet d'apporter un financement sur les travaux, il est bien issu aussi du fonds Barnier, hein, donc c'est bien, le fonds Barnier, c'est pareil, il y a aussi cette limite-là. Alors
c'est peut-être un message qu'il faut qu'on porte parce que c'est l'intérêt de la collectivité. Le fonds Barnier est quand même alimenté par nos cotisations respectives de nos biens et peut-être qu'il serait quand même intéressant que le monde économique soit, alors on parle beaucoup du monde agricole à l'heure actuelle, mais le monde économique devrait pouvoir bénéficier, à mon sens, aussi, s'il réduit le risque de pouvoir bénéficier de financement. Et ça m'amène aussi à dire que on parle des entreprises, on parle des collectivités, etc. Mais il y a des structures qui les représentent, ce sont les chambres consulaires. Et je pense qu'il serait peut-être intéressant sur les territoires, notamment pour ce qui nous concerne, mais sur les territoires où l'association Résilience intervient, de faire remonter dans les discussions avec les chambres consulaires l'action que l'on met en place avec cette notion de label Résiscore pour que ce soit quelque chose qui descende vis-à-vis de leurs adhérents et qui, en termes de communication, d'intérêt, de partage, voire de formation, peut amener les entreprises à mesurer qu'ils ne sont pas suffisamment préparés. On pourrait aussi, et là c'est plus vis-à-vis des collectivités, directement pour leurs biens, mais aussi pour leur rôle de dynamique de l'activité économique sur leur territoire, travailler et voir si on ne peut pas agir au niveau des unions des maires, des départements qui sont très sensibilisés aux risques. Alors, je parle de risque inondation, mais ça peut être effectivement tous les risques, parce que c'est l'intérêt collectif, hein, encore une fois, du monde des entreprises, des collectivités et des individus, de se préparer, d'être informés et de savoir ce qui peut être fait. Après, chacun en responsabilité prend ses décisions, mais je pense que par le biais de ces communications, par le biais de ces structures, je pense qu'on peut dynamiser l'intérêt qu'il y a à se prémunir et au moins à s'informer. Merci beaucoup, oui, pour ces compléments. Et d'ailleurs, je vous laisse la parole également donc, pour les pistes d'amélioration concernant l'ancrage territorial du dispositif. Donc, soit M. Saint-Vit, soit Marjorie. Ouais. Alors, oui, effectivement, sur ce, c'est vrai que nous, on a beaucoup, enfin, on a eu besoin et on a essayé effectivement de pouvoir faire connaître ce dispositif auprès des entreprises. Donc, on a eu besoin, voilà, de relais. Donc, bon, là, on en a parlé, hein, les chambres, enfin, les CCI, chambres de commerce et d'industrie. Au sein des communautés de communes aussi, on a essayé de s'appuyer sur les chargés de mission activités économiques qui, eux, connaissent vraiment les entreprises. Et puis aussi une possibilité via les DREAL. Voilà, c'est vrai que nous, on peut monter, voilà, un partenariat avec l'association, mais ensuite, il faut vraiment pouvoir faire connaître ce label, cette possibilité d'audit auprès des entreprises. Et c'est là qu'on a vraiment besoin de relais, notamment auprès voilà, que ce soit les services de l'État ou des collectivités. Alors, pour les structures, on pourrait rajouter au moins 2 structures, il y en a certainement d'autres. La FPCNT, déjà, avec laquelle vous travaillez, j'ai vu, mais ça peut être aussi l'ANEB, l'Association nationale des élus de bassin, ou le CEPRI, dont je suis un vice-président, le Centre européen de prévention du risque inondation, pour lequel leurs membres peuvent être intéressés à connaître ces actions, parce que, bien évidemment, en termes d'aménagement du territoire, en termes de réduction de la vulnérabilité, en termes de prévention, etc., ces structures agissent dans un spectre assez large. Et vis-à-vis du monde économique, je pense que ça peut être intéressant aussi de les prendre comme relais. C'est bien noté. En complément, donc, du coup, pour vous préciser que lorsque l'avis du Résiscore était envoyé aux entreprises, leur était également envoyé le tuto risque majeur, qui est un ensemble de fiches pratiques pour des actions que les entreprises peuvent mener en interne, en particulier mettre à jour leurs documents uniques, informer leurs salariés, réaliser des exercices. Donc, ces fiches voilà, sont réservées donc, aux entreprises qui passent les audits ou à celles qui réalisent les formations.
Et après, pour les 3 actions, je vais partager en fait le site internet. Donc, tu peux arrêter voilà, le partage. Juste pour... pardon. Donc, juste vous amener à mieux connaître notre site. Donc, excusez-moi. Hop. Où vous trouverez en fait les outils que l'on propose aux entreprises sur la première page. En fait, il y a à la fois des outils qui sont gratuits, comme là, le dernier, c'est l'abécédaire des solutions face aux risques majeurs pour les activités économiques. Également un bilan d'une expérimentation, d'ailleurs soutenue par l'AFPCNT du Resiscore quand on avait fait les 10 premiers Resiscores, mais c'est surtout celle pour aller plus loin où justement vous trouvez la présentation de l'escape game et de l'exercice flash. Donc il suffit de cliquer dessus et vous avez une fiche de présentation de l'exercice flash donc, qui permet de tester l'organisation. Alors je vous ai dit 45 minutes et là c'est écrit 2 heures. Parce qu'en fait, 45 minutes, c'est vraiment le temps de présence dans l'entreprise. Euh, Avant, en fait, il y a un quart d'heure de réunion visio pour préparer l'exercice et il y a un temps de débriefing à chaud avec l'entreprise. Donc, c'est vraiment maximum 2 heures. Comme pour le Resiscore, d'ailleurs, je précise que pour les exercices flash, il y a une personne de l'association qui vient dans l'entreprise. On est toujours à créer ce contact humain parce qu'on part du principe que vraiment, même s'il a lieu qu'une seule fois, il crée vraiment la relation. Et la dynamique dont M. Simbi parlait, pour nous, elle passe aussi par le contact humain qui permet vraiment aux personnes d'échanger sur leur réalité professionnelle en lien avec cette problématique des risques majeurs. Et ça nous semble très important. Donc ça, c'est pour effectivement les exercices flash. À vous de jouer, c'est un escape game qui est bien apprécié également. Qui lui dure un peu plus longtemps. Là, pour le coup, on est plutôt sur un format d'une matinée qui est animé par un de nos adhérents, Crisis Conseil. Et là aussi, c'est pour se sensibiliser. Là, c'est vraiment un outil de sensibilisation à la thématique des risques majeurs et de ce qu'on appelle la création d'esprit d'équipe, en anglais team building, pour favoriser justement l'engagement des salariés par rapport à cette question. Donc ça fonctionne très bien. Et donc cette année, on a mis en place une nouvelle action qui s'appelle Z à risque. Qui là consiste en fait à créer des conférences débats autour des questions des risques majeurs dans les zones d'activité où là des experts peuvent et d'autres acteurs, parties prenantes de la gestion des risques, peuvent discuter avec les entreprises et diffuser l'information sur les consignes. Par exemple, en Auvergne-Rhône-Alpes, l'association est relais de la campagne d'information sur les risques industriels. Et c'est dans ce cadre qu'on va réaliser Z à risque. On va aussi avoir une action à La Réunion et dans le Nord avec des entreprises témoins que l'on accompagne. Donc voilà un petit peu on va dire, on a 2 actions principales, le Resiscore, la formation professionnelle qui est complémentaire, et puis ces actions plus ponctuelles et un peu ludiques finalement pour les entreprises qui sont proposées. Voilà, on est en train un petit peu de terminer, je dirais, le webinaire en disant d'ailleurs qu'il reste là des ressources à la fois humaines et financières pour réaliser 13 Resiscores. Donc, on a mobilisé la CCI de l'Aisne déjà et bientôt de l'Oise qu'on n'a pas rencontré directement, mais pour nous aider à identifier les entreprises. Toute personne autour de l'écran qui identifie des entreprises qui peuvent être intéressées peut tout à fait contacter l'entente ou nous-mêmes pour un Resiscore soit réalisé. On est à votre écoute aussi pour toute question là en lien avec la présentation, peut-être avant la conclusion. Je ne sais pas s'il y a des questions. Alors C'est le moi, moment. vous avez évoqué
Vous avez évoqué la CCI de l'Oise et de l'Aisne. Je vous invite sur les autres départements du territoire de l'Entente. Je sais qu'il y a Renaud Averly des Ardennes qui est présent là et qui sera certainement d'accord avec moi, mais aussi dans la Meuse et puis dans le Val d'Oise, où il y a beaucoup de zones d'activité. On est dans les zones aval qui ont bien évidemment un tissu économique qui peut être des fois plus important, puisqu'on est dans les zones urbaines. Il y a Compiègne, bien évidemment, pour ce qui concerne l'Oise, etc. Et puis, donc, je pense que c'est intéressant. Et au niveau d'ailleurs du département du Val d'Oise, je ne connais pas les équivalents dans les autres départements. Il y a le CEVO, le comité d'expansion économique du Val d'Oise, qui a un tissu d'entreprises extrêmement important et qui peut peut-être diffuser une information sur les entreprises qui peuvent être intéressées. Alors pour l'instant, on a la limite des 20 entreprises pour ce qui concerne la convention avec Résilience et l'entente, mais rien n'interdit que les entreprises individuellement prennent la démarche et puis on verra au terme de notre convention, comment éventuellement on peut la poursuivre sur un nombre complémentaire d'entreprises. Nous, on a voulu créer la dynamique. Après, bien évidemment, on ne touchera jamais à nous et vous dans notre convention l'ensemble des entreprises concernées, mais c'est pour ça qu'il faut utiliser tous les créneaux d'information qui peuvent être utilisés et notamment les structures qui regroupent le monde économique. Alors, ce qui serait bien aussi peut-être, c'est qu'il y a des questions qui soient posées par les membres ici. D'abord, est-ce que vous connaissiez le label Resiscore? Est-ce que ce que vous en avez entendu vous permet d'être un relais éventuellement pour ce qui vous concerne et puis poser toutes les questions par rapport à ça et ses développements? Avant qu'on parle de conclusion, parce que un webinaire a aussi vocation à être un lieu d'échange, et pas uniquement descendant. Oui, bonjour. Johan Klotz, comité d'agglomération de Cergy-Pontoise. Je me permets de juste vous faire remarquer en fait que déjà merci pour cette présentation. On avait également essayé de cette année écoulée à plusieurs reprises d'intéresser les entreprises pour participer à cette expérimentation. Et je pense qu'en fait, c'est mieux quand en fait c'est expliqué comme vous le présentez là. Je me demande dans quelle mesure vous pourriez éventuellement participer, en tout cas je le réfléchis comme ça, à une présentation auprès de réseaux d'entreprises locaux. Je sais que par exemple sur Saint-Ouen-le-Monde, on a un réseau d'entreprises qui réunit aujourd'hui plus de 140 dirigeants et qui organise tous les troisièmes mardis du mois des rencontres qui réunissent plus de 70 de ses adhérents en moyenne à chaque fois. En plus de ça, on a eu un sujet assez similaire de manière générale sur les risques industriels qui a été mené au cours d'un de ces ateliers en début de cette année, en janvier, qui a très bien marché, qui a beaucoup intéressé, et notamment parce qu'on a des sites Céveso, seuil haut, seuil bas, sur la zone de Saint-Ouen-le-Monde. Et je me dis que peut-être dans ce contexte, ça pourrait être intéressant d'organiser avec eux une présentation de ce dispositif lors de l'une de leurs prochaines rencontres au deuxième semestre. Et je pense que sorti de là, vous aurez ça va significativement améliorer, je pense, l'intérêt que pourraient porter les entreprises à ce dispositif et qui comprennent bien le niveau d'engagement ou voilà, tout ce que ça pourrait leur permettre de mieux faire, mieux comprendre. Et je pense que les campagnes mail de prospection, ça a peu d'impact et c'est difficile de les intéresser. Voilà. On a essayé aussi même lors de rendez-vous, mais comme on ne maîtrise pas aussi bien le sujet que vous, ça n'a pas forcément bien pris. Voilà, c'est une suggestion. Si vous le souhaitez, je peux essayer de vous mettre en relation avec certains réseaux locaux. Je peux vous mettre en relation avec le CEVO, avec la CCI Val d'Oise, les bonnes personnes. Mais je pense qu'effectivement, il faut qu'on continue. Et nous, on serait très intéressés quand même d'avoir au moins une ou deux entreprises qui suivent ce cheminement et participent à cette action, ne serait-ce aussi que pour peut-être en tirer des leçons au niveau du territoire. Alors, l'élu de la CACP que je suis ne peut être d'accord avec vous et ça va tout à fait dans la logique de ce que je prône au niveau de notre autre dispositif qui concerne inondation, là, qui touche, comme je le disais tout à l'heure, plutôt le bâti individuel et les entreprises de moins de 20 salariés, où je demande aux élus des collectivités, plutôt que l'on fasse une information individuelle à telle ou telle personne par des distributions de tracts ou des mails, que le maire organise avec nous, enfin les services de la mairie organisent avec nous des réunions où on convoque toutes les personnes qui habitent dans les zones inondables, on leur présente les choses. À Pontoise, par exemple, on l'a fait, et dans la foulée, ça a engagé 19 diagnostics
même si derrière, malheureusement, après les diagnostics, il y a ici comme ailleurs une forte perte d'intérêt après le diagnostic, malgré qu'on apporte 80%. Mais on pourrait effectivement, moi je suis tout à fait d'accord avec votre proposition, notamment sur les zones d'activité de Saint-Olomo et d'Éragny, hein, par exemple, en les regroupant. Je ne sais pas s'il y a la même chose sur les deux communes au niveau de la représentation, mais moi je suis tout à fait d'accord, parce qu'il n'y a que comme ça que, on peut, dans un échange direct, comme le dit très bien Sandra, on peut tout à fait être plus en rapport direct et en suscitant l'intérêt et créer la dynamique. Donc, on est tout à fait favorable. Marjorie est là, on est d'accord, bien évidemment, pour, avec vous, voir comment on peut organiser ça. Et s'il y a quelqu'un de l'association Résilience qui peut être présent en même temps à cette réunion, ce serait bien, mais tout à fait favorable. Et si on peut le faire ailleurs, hein, que ce soit sur le Compiègnois, que ce soit ailleurs, hein, bien évidemment, on y est très favorable. Merci de la proposition. D'autres souhaits d'intervention? Bon, je suis un peu déçu, moi. Bon, on a été trop clair. Oui, voilà, peut-être. Bon. Oui. Est-ce que, je ne sais pas, je ne vais pas mettre les gens en difficulté, mais les représentants des services de l'État, est-ce que ce sont des sujets sur lesquels vous étiez informés, vous étiez en connaissance de ces actions qu'on engage? Il y a la DDT de l'Oise notamment, et peut-être de l'Aisne, je ne sais plus, il y a, non, du Val d'Oise. Mais est-ce que vous étiez au courant de ce dispositif? Bonjour Monsieur Sandy, oui, tout à fait. On était au courant et on a eu deux personnes du bureau risque que je représente aujourd'hui qui sont allées sur le terrain voir comment se déroule un audit Resiscore. Mais vous êtes d'accord avec moi au niveau de l'Oise que notamment, je pense au Compiègnois, mais il n'y a pas que ça, il y a le secteur de Creil, sur le secteur même peut-être de Beauvais, etc. On a, alors Beauvais, on pas parce que ça concerne, mais il y a, je pense, en la matière, un intérêt à Oui. partager. Merci. D'autres souhaits d'intervention? Yves Mérian de l'IMDR. Yves, tu voudrais intervenir? Oui, j'arrive. Tu avais J'avais du mal vaguement à entendu. lever la main. Voilà. Non, mais on se pose de longue date. Nous sommes IMDR, on est une association nationale avec des grands industriels. Et on se pose la question de savoir comment porter effectivement le message au niveau du territoire. Voilà. Donc c'est pour ça que je trouve intéressante cette présentation parce que là, elle est vraiment très proche du terrain et des besoins des interlocuteurs en termes de communication, de présentation. Voilà, c'est très concret. Donc, je pense qu'on pourra peut-être avancer. Ça fait longtemps qu'on se connaît à la FPCNT, mais c'est un petit peu difficile pour les MDR, associations un peu nationales, un peu lointaines, d'aller jusque sur le terrain. Donc, si on peut avancer un peu sur cela, en commun, on a peut-être commencé à le faire il y a quelques jours. Je pense que ça sera une bonne idée. Voilà. J'avais une autre question qui me venait, mais sur le terrain Oise-Aisne, on a vu la dynamique qui se faisait avec différentes entreprises qui ont participé à l'exercice. Mais des entreprises qui ne participent pas à l'exercice, il peut y avoir deux raisons. L'une, c'est effectivement pas encore mobilisé, pas encore sensibilisé à la question. Et l'autre, c'est on n'a pas besoin puisqu'on est déjà très avancé sur le sujet. On n'a plus besoin de faire cela. Donc peut-être y aurait-il besoin de resituer l'expérience par rapport à l'état général dans le secteur. On avait probablement, enfin, il n'y a peut-être pas l'information, mais je me disais que ça serait peut-être intéressant de resituer ça à un niveau plus
plus globale, resituer l'expérience Resiscore par rapport à l'état de maturité l'ensemble des entreprises. Je crois qu'il y avait 40 entreprises, si ça m'est resté de mémoire, qui pouvaient être impactées. Dans les 40, quel est l'état des autres qui ne sont pas venus? Voilà. Alors, merci pour ça. D'abord, je n'ai pas bien compris quelle est l'organisation que vous représentez. Alors, c'est IMDR, Institut pour la maîtrise des risques, voilà, qui est une association nationale avec les grands industriels de l'énergie, de la mobilité, etc., ce sont les praticiens, mais aussi des liaisons avec des académiques, etc. Voilà. Donc, nous avons des fois des idées, nous aimerions pouvoir porter la bonne parole, mais porter la bonne parole sur le territoire, on se dit que ça serait utile, mais c'est pas évident de venir sur le territoire comme ça. Alors, cela dit, moi, merci. Et puis, effectivement, vu la structure que vous représentez, ça peut être intéressant parce que vous êtes sur les risques. Par contre, vis-à-vis de ce que vous évoquez et que je comprends sur le fait qu'un certain nombre d'entreprises, notamment les grandes entreprises, les très grandes entreprises et autres, peuvent déjà considérer qu'ils sont avertis, qu'ils ont pris les dispositions, etc. Ça mérite peut-être d'ailleurs d'être confronté avec la perception que peuvent en avoir des structures comme Résilience. Mais ce qui serait intéressant, c'est que ces entreprises qui ont déjà pris l'initiative de se mettre en situation d'appréhender le risque, ce serait intéressant que par votre réseau ou d'autres, ils puissent faire bénéficier justement des actions qu'ils ont engagées pour inciter les autres à les rejoindre dans le lot de ceux qui ont déjà pris conscience. Et voilà. Donc, je crois qu'il ne faut pas les oublier. Il faut peut-être au contraire leur demander d'être transmetteurs d'expérience et de conseils, pardon, qui pourraient servir à d'autres. Et si jamais sur le territoire de Oisen, avec votre structure, peut-être d'autres en même temps, sur d'autres secteurs, on peut effectivement organiser aussi quelque chose avec le monde industriel que vous représentez. Nous, on est tout à fait d'accord et prêts. Hein. Entendu. J'ai noté, on a pris note. Et j'ai un autre représentant de l'EMDR qui est présent également aujourd'hui. Et puis, on devra porter cette réflexion un peu générale qu'on avait déjà un petit peu amorcée à la FPCNT, hein, dont on est membre. Mais c'était un petit peu plus difficile parce que c'est surtout les collectivités locales, alors que nous, on est plus proche des entreprises, quoi. Voilà, il faut arriver à marier tout ça. Très bien. Il y a des pistes. Alors, est-ce qu'il y a d'autres souhaits d'intervention? Il y a Monsieur Chaffois qui est présent aussi. Monsieur Chaffois, je ne sais pas si vous voulez aussi apporter votre témoignage, si vous êtes là. Alors, si vous pouvez dire ce que vous représentez, parce qu'on ne connaît pas qui est qui. Bonjour. Bonjour. Donc Grégory Chaffois, je suis le directeur du développement économique donc sur la communauté de communes des Pays d'Oise et d'Alade, donc la CCPOH, donc sur laquelle plusieurs acteurs économiques effectivement ont joué le jeu eh bien de Resiscore. Eh bien en fait pour l'objectif, c'est aussi de vous démontrer comment on fait pour essayer de les toucher. En gros, pour essayer de les toucher, il faut leur faire peur. Donc moi, c'est un peu la démarche que j'ai mise en place. C'est-à-dire, je leur ai dit, vous êtes sur un secteur à risque majeur. Les risques d'inondation, effectivement, peuvent amener jusqu'à la fermeture de votre entreprise. Il convient de vérifier, effectivement, les risques d'inondation, mais également les autres risques présents à proximité. Quand il y avait d'autres risques, j'ai essayé aussi de les évoquer rapidement. Et puis, effectivement, quand on touche cette corde-là, effectivement, c'est un peu plus facile pour que les entreprises se mobilisent. Donc malheureusement, j'ai un peu, j'ai un peu utilisé la peur, entre guillemets, pour mobiliser les entreprises, mais parfois, il faut aussi les mettre face à leurs responsabilités, à la réalité du terrain. Ça a manifestement marché. A priori, mais il y a peut-être d'autres moyens. Oui, je pense, enfin, je rebondis sur les deux dernières interventions, notamment donc d'abord d'Yves Mérian en ce qui concerne le Resiscore, est-il approprié pour les entreprises avancées et souvent les grandes entreprises avancées? La réponse c'est oui, mais voilà, au niveau de l'association, en fait, il faut avoir du répondant par rapport à ces entreprises et parce qu'on est un groupe aussi d'experts au niveau des adhérents, quelque part ce répondant, on l'a
Ce que je veux dire par là, c'est que voilà, on a eu un audité qui a vraiment interrogé l'intérêt du Résiscore. J'ai eu vraiment 4 personnes à un moment avec Rodolphe qui m'a passé le relais aussi pour s'assurer de la pertinence. J'avais le responsable HSE du groupe, le responsable HSE du site et encore deux personnes. Et j'ai vraiment écouté leur manière de fonctionner, ce qu'ils avaient mis en place en termes de procédures, etc. Et en fait, je l'ai vu la faille. Il y avait quelque chose qui était défaillant. Et en fait, il a fallu passer beaucoup de temps de pédagogie pour leur expliquer que non, il y a quelque chose qui pouvait progresser. Donc en fait, la question de la prévention des risques, c'est jamais acquis de toute façon pour qui que ce soit. Et donc, simplement, en termes de posture, on est toujours dans le dialogue et dans l'échange par rapport à ça. Et ça aide vraiment à avoir un regard extérieur. En fait, c'est un peu ça l'apport. Et après, sur le fait de jouer sur la peur, peut-être que nous, on le fait encore pas, enfin, on le fait pas assez. Et au fond, peut-être qu'on devrait plus l'utiliser. Parce que typiquement, on a fait un retour d'expérience, enfin avec subtilité et parcimonie, mais je veux dire, en tout cas, dans la vallée de la Liane, on a fait un retour d'expérience auprès d'entreprises qui ont été inondées. Et là aussi, avec Rodolphe Guillois. Et en fait, on a eu tous les cas de figure. On a eu une TPE avec 12 salariés qui a fermé parce qu'ils n'avaient pas 3 mois de trésorerie d'avance et voilà, ils ont fermé, donc 12 salariés au chômage. Il y a une entreprise qui a déporté, qui a eu 1,45 m d'eau, une laverie industrielle qui a déporté son activité avec toute la pression physique, psychologique sur des salariés où parfois on a 2 personnes du même ménage qui travaillent dans l'entreprise et qui doit aussi gérer l'inondation chez elles. Donc là, on arrive à des situations parfois exsangues qui mettent une pression énorme sur le collectif. Donc, s'il n'y a pas de préparation, c'est très dur à vivre et la prochaine crise, eh ben, faut être fort. On a d'autres entreprises, comme vous l'avez dit, Monsieur Simbi, qui ont déménagé, qui ont dit, bah, nous, on part, on a le siège à Reims, bah, on ira produire à Reims. Donc là aussi, on est dans du détricotage territorial et ça, faut en être conscient. Donc voilà, en fait, je pense que ben, la peur, voilà, ou en tout cas, il y a quand même un levier de réalité lié à ce que d'autres entreprises ont vécu qu'il faut arriver à repartager et mettre devant les yeux de certaines entreprises qui ne sont pas encore suffisamment prêtes. Et là c'est aussi le rôle que peuvent jouer les collectivités territoriales. Parce que c'est leur intérêt de préserver l'emploi, l'activité économique et sociale qui va avec. Hein, une perte d'un tissu industriel à une époque antérieure qu'on a connue sur certains territoires, avec maintenant un déménagement d'entreprise pour des questions de risque, ça peut être terrible pour une collectivité avec tout ce que ça comporte. Hein. Donc, c'est pas que les grandes collectivités, c'est aussi les petites. Quand les petites collectivités ont un petit secteur industriel, commercial, etc., et que tout ça s'en va pour des raisons liées au risque, parce qu'ils ne sont pas préparés, c'est extrêmement compliqué sur le plan économique, mais social de l'entreprise. Ça peut avoir des effets sur le commerce local, ça peut avoir des effets sur les services publics locaux, en termes d'école, en termes de ceci et de cela. C'est des effets. Il y a des effets escaliers là-dessus qui sont importants. Et je pense que vous avez raison. Il faut agir sur tous les leviers. Alors la peur, je préfère que l'on dise la responsabilisation, Ouais. le mot peur, mais vous avez raison, si on n'a pas conscience du risque et le fait de venir apporter cette information, mais vous êtes en secteur inondable, ou vous êtes à côté d'un secteur inondable, mais vous dépendez du transfert EDF ou de l'alimentation d'un réseau qui demain peut faire cesser votre activité, ça doit les amener normalement à considérer qu'ils ne sont pas préparés, quoi. Ça peut leur faire peur, mais il faut surtout que ça les responsabilise. Est-ce que je pourrais reprendre? Je ne sais pas comment reprendre la parole. Vas-y, Yves, Je voudrais juste réagir. Il faut effectivement responsabiliser. Alors, si on fait peur, ça va accentuer la responsabilité et les dirigeants, les responsables vont prendre des mesures. Mais
s'ils ont trop peur, ils vont déménager. Donc, ce qu'il faut, c'est, si on leur fait peur, il faut pouvoir apporter la solution très vite, de façon que, justement, ils ne déménagent pas, pour faire simple. Voilà, il faut qu'il y ait prise de conscience du problème, mais en même temps de l'existence d'une solution opérationnelle, acceptable financièrement, socialement, etc., qui puisse fonctionner rapidement. Oui, en fait, quand j'ai utilisé Voilà. la peur, en fait, je l'ai utilisé tout simplement pour euh, qu'ils aient une attention particulière sur mon mail en termes Oui. d'introduction. Et après, je leur donnais, entre guillemets, une presque solution avec effectivement la possibilité de réaliser, non pas cet audit, mais je sais pas comment on peut l'appeler, mais moi, j'avais plutôt évoqué audit. Voilà, parce qu'effectivement, juste faire un mail qui fait peur sans solution, vous avez tout à fait raison. Enfin, ça va être contre-productif. Voilà. Mais je pense que ça rentre dans une réflexion qui est certainement beaucoup plus générale dans beaucoup de cas. On voit bien avec les problèmes agricoles, avec les problèmes des pesticides, etc. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait une solution, il faut qu'il y ait prise de conscience, mais en même temps que la solution puisse être mobilisable rapidement. Voilà. Vous avez raison, Donc il faut qu'il y ait ce binôme. Et c'est par exemple une des réflexions qu'on a à l'IMDR, c'est que c'est bien de dire on va pousser les collectivités locales et autres à faire, mais on dit que nous aurions peut-être des solutions à apporter avec nos grands industriels, mais il faut qu'on mette en forme ces solutions pour qu'elles soient applicables rapidement. Il ne suffit pas de dire on les a, mais on va y réfléchir et dans 2 ans, 3 ans, on saura vous dire. Il faut qu'elles puissent être opérationnelles rapidement. J'allais prendre le même exemple que vous, Monsieur Mérian, vous avez évoqué le monde agricole. Aujourd'hui, on accuse les agriculteurs de tous les maux, c'est eux qui subissent énormément d'impacts, notamment liés aux inondations, mais pas que. Ils doivent changer de pratique pour certains d'entre eux, mais si on ne leur donne pas les solutions et qu'on n'intègre pas la notion d'activité économique et d'impact social du monde agricole qui est touché par ça, si on n'est pas en accompagnement, et uniquement en critique et en accusation, on n'arrivera jamais à faire évoluer les mentalités et la prise de conscience et la responsabilisation. Donc vous avez raison, dans toutes les politiques publiques, c'est un peu pareil. Il faut à un moment donné, quand il faut s'adapter, et on parle beaucoup d'adaptation au changement climatique, s'adapter, c'est modifier ses pratiques, mais en même temps qu'il y a une solidarité et des solutions qui soient apportées pour que les choses soient faisables. Il n'y a pas que l'aspect financier, mais l'aspect financier, il n'y est pas pour rien. Tout à fait. Merci bien. Alors, il est 11h54. Le temps prévu, c'était 12h. S'il n'y a pas d'autres interventions, on va pouvoir rapidement faire la conclusion. Mais la conclusion, elle a un peu été faite dans la présentation. Moi, je voulais d'abord remercier les différents intervenants et estimer heureux pour ce qui me concerne. Et je pense qu'il en est de même pour les services de l'entente et de l'association Résilience sur ce temps d'échange. Même si on aurait pu avoir plus d'échanges, mais bon, l'important c'est que la petite graine ait été encore posée. Le retour d'expérience, on le dit toujours, est essentiel pour s'améliorer et répondre de façon plus précise aux attentes des territoires et des entreprises, avec tout ce qu'on a pu dire en la matière. Il faut, pour ce qui nous concerne, donc l'entente Oisem, et qu'on est ravis de ce partenariat avec l'association Résilience. Et d'ailleurs, on a eu un prix ensemble, ça veut dire qu'on a eu raison de s'associer pour cela. Il faut bien évidemment qu'on soit toujours plus précis sur les attentes du territoire et des entreprises, on l'a dit. Et en ce qui nous concerne, on est prêt, bien évidemment, moyennant les délibérations qu'il faut prendre au niveau du conseil syndical. Ce n'est pas moi, en tant que président, qui décide tout seul. On est dans un monde où on partage. Mais bien évidemment, quand arrivera le terme, alors je ne sais plus, Marjorie pourrait peut-être vous pouvez peut-être nous dire quelle est la date de fin de notre convention. J'espère qu'on arrivera à avoir les 20 entreprises, mais avec la dynamique d'aujourd'hui, on les aura. Mais bien évidemment, il faudra qu'on pense à éventuellement poursuivre dans la foulée, même si, si on a réussi à communiquer, ben, on n'aura pas peut-être besoin de cette association pour que les entreprises d'elles-mêmes se tournent vers ce dispositif que vous avez mis en place à l'association Résilience. Voilà. On reste, pour ce qui nous concerne au niveau de l'entente, à disposition des élus et des entreprises des territoires qui sont membres de l'entente, bien sûr, pour analyser les besoins. Et puis,
nous avons dans notre organisation des commissions hydrographiques. Quand on est passé d'un statut d'entente interdépartementale à un statut de syndicat mixte ouvert avec la GEMAPI, on a perdu la solidarité amont-aval que l'on avait avec les 6 départements membres qui avaient créé l'entente. On a 70 EPCI aujourd'hui sur le territoire. Il y en a malheureusement que 28 qui sont aujourd'hui membres de l'entente, ce qui fait qu'on a un peu perdu la dynamique, mais on peut la recréer, notamment à l'occasion des commissions hydrographiques qui sont basées sur les territoires des unions hydrographiques, des unités hydrographiques de l'Agence de l'eau. Et au moins une fois tous les 2 ans, on organise une commission qui a vocation à réunir les acteurs. Il faut qu'on pense, je le dis à Marjorie, mais peut-être qu'on le fait, à associer les chambres consulaires, si on ne le fait pas jusqu'à maintenant, et puis aussi des structures comme celle que représente M. Mérian, ou comme M. Chapoil a évoqué dans le cadre des animateurs des zones d'activité, de manière à ce que sur cet aspect-là, au moins des choses, on puisse aussi en débattre à cette échelle-là, et ensuite ça fait remonter au niveau du conseil syndical les décisions que l'on prend en fonction des priorités du territoire. Alors, Madame, pardon, si vous voulez terminer au titre de l'association Résilience. Vous remercier pour votre confiance, l'intérêt que vous avez porté voilà, à ce projet qui est donc toujours en cours. 13 Résiscors sont encore possibles. Merci à toutes et à tous voilà, pour votre curiosité, votre présence et donc à très bientôt pour de nouvelles aventures, si j'ose dire. Merci, au revoir à tous et passez une bonne fin de journée. Merci beaucoup. Merci, au revoir.